Laurence Decoq, bonjour. Bonjour. À quel moment peut-on parler de pédagogie innovante? À quel moment dans notre histoire ce mot apparaît? En fait, on peut en parler bien avant Célestin Freinet. À partir du moment où des hommes ou des femmes se sont autoproclamés pédagogues, ils ont mis en avant le côté innovant de leur démarche. Donc, par exemple, si je pense à Pestalozzi, je peux parler de pédagogues innovants. Il y en a d'autres. Et par ailleurs, le mot même d'innovation et d'innovation pédagogique est un mot qui est très très courant. En tout cas, moi, dans les archives, je le croise dès le début du XXe siècle, sans aucun problème. Vous avez raison d'inscrire cette histoire sur le temps long parce que c'est une histoire faite de tâtonnements, le XIXe siècle. Mais on pourrait même dire avant, les historiens des temps modernes le savent bien, il y a des réflexions sur la pédagogie, le comment faire, beaucoup d'expériences. Oui, alors le tâtonnement, c'est vraiment le mot du pédagogue, en tout cas du pédagogue Freinet et de son épouse. C'est ça la pédagogie en fait. La pédagogie, c'est expérimenter, regarder ce qui s'est passé, recommencer, faire autrement, écrire, poser par écrit, interroger, partager avec d'autres. Donc oui, la pédagogie ne peut être faite que de tâtonnement. Et dans cette idée, il y a quelle place pour l'enfant? Quelle place pour l'enfant dans l'école, bien sûr, peut-être aussi dans la société. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Mélanie Fabre, bonjour. Bonjour. Au XIXe siècle, comment est considéré l'enfant lors des précédentes émissions consacrées à l'éducation dans le cours de l'histoire, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France? Nous l'avons bien vu, longtemps l'enfant était considéré comme un adulte pas fini. Au XIXe siècle, le regard aussi sur l'enfant est différent. Oui, tout à fait. Je pense que le regard sur l'enfant change. Alors moi, j'ai plutôt travaillé sur la fin du XIXe siècle. On est aussi dans un nouveau contexte politique avec l'avènement de la Troisième République, qui fait qu'on porte un autre regard sur l'éducation, qui a aussi une fonction de formation des futurs citoyens. Et puis, en ce qui concerne les pédagogues que j'ai étudiés, il y a vraiment aussi l'idée qu'il faut observer. On se demandait ce que c'était qu'une pédagogie innovante et que ces tâtonnements, ça passe aussi par l'observation de l'enfant et par l'adaptation de la structure scolaire à la nature enfantine, et donc une forme de rupture avec ce qui avait pu exister auparavant. Avec un discours évidemment qui est porté par les médecins aussi. Nous utilisons ce mot de pédagogue, mais cela concerne beaucoup de gens. Alors on pourrait citer plein de spécialistes de l'enfant, mais les médecins aussi sont là pour porter un nouveau regard sur l'enfant. Oui, tout à fait. Et l'action de beaucoup de pédagogues s'inscrit dans un mouvement hygiéniste. Pauline Kergomar, par exemple, qui est inspectrice générale des écoles maternelles, dit que pour être un bon pédagogue, il faut être un hygiéniste. Et que le rôle des instituteurs et des institutrices, c'est aussi d'enseigner l'hygiène et les bonnes habitudes aux enfants. Oui, parce qu'aujourd'hui, puisque nous sommes tous globalement passés par l'école, et puis pour nos auditeurs, nos auditrices, bien souvent l'école de la République, une école qui a formé les enfants, nous n'imaginons peut-être pas comment la perception de la pédagogie était différente par le passé. Il y avait plein de voies possibles, Laurence Decoq. On a surtout une grosse mythologie sur l'école de la Troisième République et parmi les principaux mythes qui circulent, il y a cette idée que l'école ne s'occupe que d'instruction, de transmission des savoirs. Or, comme le rappelait Mélanie, en réalité, dès la formation de cette école de la Troisième République, de par justement aussi l'intervention des gens comme Pauline Kergomar, mais aussi Ferdinand Buisson et d'autres, il y a cette idée que l'école est aussi le relais de la famille et donc que l'école doit s'occuper d'un tas de choses que les parents d'ailleurs parfois n'assument pas, en particulier effectivement l'éducation à la santé, c'est d'actualité, on pourra en reparler. Comment est-ce qu'on se lave? C'était la première chose que regardaient les instituteurs ou les institutrices quand les enfants entraient dans la classe, ils regardaient s'ils n'avaient pas d'époux, s'ils étaient bien propres, etc. Donc comment on se lave et puis aussi comment on se soigne et comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on s'alimente, tout ça c'était évidemment pris en charge par l'école de la Troisième République. Laurence Decoq, vous avez évoqué le rôle de l'instituteur, de l'institutrice et puis de la famille, mais vous savez, parfois, les deux se mêlent quand l'instituteur est aussi le papa. Tu n'as pas mal à la tête? Non. Quand a-t-il lu pour la dernière fois? Hier matin, le couvercle d'une boîte de savon. Et depuis, rien? Et non. Votre sœur ne veut plus. C'est pour son bien. Vous allez lui faire exploser la cervelle. Maman, je suis malade. Mais non.
reprendre de la tarte. Une explosion cérébrale, c'est ridicule, voyons. Je ne veux plus que Marcel rentre dans une classe, ni même ouvre un livre avant l'âge de 6 ans. Laissez-le encore un peu faire l'enfant. C'est beau, c'est La gloire de mon père, un extrait du film d'Yves Robert en 1990. Alors le roman de Marcel Pagnol paraît en 1957, mais il évoque une période passée, faut pas trop lire. Laisse-le faire l'enfant jusqu'à l'âge de 6 ans. Mélanie Fabre, justement, dans le découpage d'une existence par tranche, cet âge de 6 ans est pertinent, est intéressant parce que ça a intrigué. Selon les classes dans lesquelles on plaçait les enfants. Oui, tout à fait. Alors, à l'époque où vit Marcel Pagnol, l'école est obligatoire de 6 à 13 ans, donc dans le contexte de cette école de la Troisième République. Donc, avant 6 ans, on relève soit de la famille, pour ceux qui ont des mamans qui peuvent les garder, ce qui n'est pas le cas de toutes les classes sociales, ou alors on relève de l'école maternelle. Et un des grands combats de nombreuses pédagogues de cette période-là, c'est justement de dire que l'école maternelle doit être une transition entre la famille et l'école élémentaire et qu'elle ne doit pas être le lieu du gavage ou du dressage, pour reprendre un vocabulaire qui est présent dans les archives. Elle doit être marquée par l'affection indulgente de la famille qui se prolonge dans la structure scolaire. Et donc, de la part de beaucoup d'entre elles, dont Pauline Kergomar, Ferdinand Buisson, Marie Baertschi-Fuster, il y a vraiment l'idée qu'il ne faut pas apprendre les éléments de calcul ou de lecture avant l'âge de 5-6 ans et qu'il faut plutôt enseigner à l'enfant finalement l'éveil, un éveil à la fois un développement du corps, de l'esprit, de l'observation, de la vie qui l'entoure, et non pas les pratiques qu'on retrouve ensuite à l'école élémentaire. Mélanie Fabre, vous enseignez à Sciences Po Aix. Votre thèse portait, j'aime beaucoup le titre, La craie, la plume et la tribune, trajectoire d'intellectuels engagés pour l'école laïque. La période, c'est 1880-1914. Dans cet univers de l'école, alors publique, laïque, obligatoire, se développent des pensées. C'est ce que nous appelons les pédagogies innovantes. En quoi cette école n'est pas satisfaisante? Pourquoi certaines réfléchissent à d'autres formes de pédagogie? Alors, tout d'abord, il faut dire que beaucoup des pédagogues de la fin du 19e siècle s'inscrivent en rupture par rapport à l'héritage des décennies précédentes. Parfois ont tendance un peu à accentuer aussi les innovations et les réalisations de l'école de la Troisième République parce qu'ils en sont partie prenante et qui participent à un discours républicain qui tend à valoriser cette nouvelle école. Il y a de la part de beaucoup de ces pédagogues un assez fort anticléricalisme et une opposition qui est assez systématique à l'héritage scolaire qui est dû à l'Église catholique. Si on prend quelqu'un comme Pauline Kergomar, qui est une spécialiste de la petite enfance, elle s'oppose très franchement aux salles d'asile, qui sont en fait nées à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, plutôt d'initiatives protestantes à l'origine, mais qui se sont ensuite diffusées et qui relèvent un petit peu de la charité sur le modèle catholique, du fait de garder les enfants des classes populaires, des classes ouvrières que les mamans qui sont à l'usine ne peuvent pas garder, mais qui ont un système disciplinaire qui est extrêmement strict, très loin de l'affection maternelle, avec énormément d'enfants gardés par une ou deux religieuses, une cinquantaine d'enfants pour une religieuse, avec du catéchisme très régulièrement, avec l'utilisation du claquoir pour les faire lever, asseoir, etc. Et donc, de la part des pédagogues de la fin du 19e siècle, il y a une volonté de rupture par rapport à cet héritage. Avec salle d'asile, nous sommes face à un faux ami. Attention, une salle d'asile aujourd'hui dans notre représentation, oui. L'asile ne veut pas tout dire ça. Ce serait quoi? Ce serait les ancêtres des écoles maternelles. Oui, les salles d'asile, ce sont les ancêtres des écoles maternelles, mais le terme même est assez révélateur. En fait, la salle d'asile, c'est celle qui donne asile aux petits pauvres qui sans ça seraient livrés aux dangers de la rue, alors que l'école maternelle, elle veut accompagner l'enfant de la manière maternelle jusqu'à l'école élémentaire. Elle n'est plus uniquement une garderie ou un lieu qui relève de la charité, elle est un lieu d'éveil et d'accompagnement des enfants. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est pensée par Pauline Kergomar.
Cette école de la Troisième République est celle que connaît Célestin Freinet. Laurence Decoq, il est né en 1896, donc c'est là où il évolue, où il grandit, où il apprend. Oui, et c'est d'ailleurs là qu'il est repéré par son instituteur, qui l'identifie comme un très bon élève et qui lui dit « Toi, il faut que tu deviennes instituteur » et qui l'envoie en primaire supérieure. À l'époque, il fallait passer par la primaire supérieure. Donc, d'une certaine manière, Célestin Freinet est le produit de la méritocratie républicaine de la Troisième République. C'est là, en effet, qu'il est formé et c'est là qu'il va tenter de rester malgré tout, jusqu'à ce qu'il soit contraint à la quitter. Mais Célestin Freinet est un farouche défenseur de l'école, alors plutôt de l'école publique que de l'école de la République. Mais en tout cas, voilà, c'était pour lui la seule condition possible d'une école accessible à tous les enfants, aussi parce que il l'avait éprouvé et elle l'avait porté. À quel moment, dans sa carrière, commence-t-il à se faire remarquer? Ben finalement, pas si tôt que ça. Alors, ce qui est intéressant dans le couple Freinet, parce que l'un ne se pense pas sans l'autre. Hein, leur fille disait Célestin n'aurait jamais pu devenir Célestin sans Élise. Ce qui est intéressant, c'est que ils ont construit leur propre légende, c'est-à-dire que Élise Freinet s'est volontairement effacée pour écrire une histoire de Freinet qui, en fait, très tôt, à cause de sa blessure de guerre, aurait été contraint d'inventer une pédagogie. Ça, c'est un petit peu la légende Freinet. En réalité, quand on regarde les archives, on s'aperçoit que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, et qu'au départ, lorsque Freinet commence à enseigner, c'est-à-dire en 1914, il a à peine fini son école normale, mais il est contraint d'aller enseigner très vite parce qu'il faut remplacer les instituteurs partis au front. Donc, il se retrouve face à des gamins, il sait pas trop comment faire, et puis, en fait, il fait des choses qui sont extrêmement classiques, hein. Donc, il est inspecté, l'inspecteur soupire un peu en disant, bon, il y a du boulot. Et puis même après, quand il rentre de la guerre, donc blessé, et qu'il reprend des classes très très rapidement, à nouveau, on a des rapports d'inspection qui décrivent des cours extrêmement traditionnels. Hein. En fait, il faut attendre à peu près 1924 pour que les fameux enfants imprimeurs, enfin pour que l'expérience de l'imprimerie soit mise en place, et que là, il commence en effet à se faire entendre, en tout cas du point de vue de l'administration, parce qu'il avait déjà produit quelques textes militants, donc il était connu dans le monde militant, mais par l'administration, il commence à être un grain de sable à partir de 1924-1925. Que décide-t-il de faire alors avec cette imprimerie? C'est quoi cette démarche? Alors d'abord, il faut préciser, comme beaucoup de pédagogues, et j'insiste là-dessus, que Freinet n'est pas l'inventeur de l'imprimerie à l'école. Les pédagogues sont toujours des gens qui recyclent des expériences qui existent déjà. C'est important de le dire parce que on n'est pédagogue que dans une expérience collective. On est toujours en train d'aller chercher ce qui a déjà été fait. Par exemple, l'imprimerie à l'école, elle avait déjà été expérimentée par quelqu'un qui s'appelle Paul Robin dans l'orphelinat de Sampuy. Donc c'était un libertaire, un pédagogue, un ami de Buisson, etc. Donc qui était dans toute la mouvance dont parlait Mélanie. Et Freinet donc décide de la reprendre. Alors concrètement, comment ça se passe? D'abord, il disait, il écrit dans un de ses articles que il décide d'expérimenter ça parce que sa classe n'est pas vivante. En fait, il s'ennuie. C'est pas tellement qu'il a du chahut, etc., qu'il n'arrive pas à gérer les élèves, etc. C'est qu'il s'ennuie, c'est pas vivant, et surtout les élèves s'ennuient. Et donc il dit, il faut que je leur trouve quelque chose qui les motive un petit peu, qui rende ma classe vivante. Alors l'imprimerie, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet en fait d'officialiser des productions écrites d'élèves en leur donnant une dimension extérieure à eux-mêmes. Voilà. Et donc, ça, c'est déjà une première chose qui est importante, c'est le rapport à l'écrit. Ça permet aussi de connaître les lettres, de les mettre dans l'ordre, etc. Et puis de produire de l'écrit qui va pouvoir circuler entre les élèves et les familles, et entre les écoles elles-mêmes. Donc, ça donne un statut officiel, en fait, à un texte, et quelque chose d'attractif, de motivant et de mystérieux derrière la production de l'écrit et donc de la lecture, de l'écriture. Voilà, c'est tout ça en fait la question de l'imprimerie à l'école. Ça entraîne une espèce d'euphorie autour de la production de l'écrit.
Ce sont les correspondants, en fait. Alors voilà, bien sûr, c'est c'est les correspondances entre classes. Et ça, c'est une dimension très, très importante de ce que vont apporter Élise et Célestin Freinet. Le fait de dire, à partir du moment où un texte existe, il ne m'appartient plus, il est destiné à être lu par d'autres. Donc là encore, on retrouve la dimension collective très, très forte, la dimension de partage, la dimension, le mot-clé, bien sûr, c'est la coopération. Oui, et puis vous l'avez bien souligné, Laurence Decoq, Freinet. Alors disons, maintenant, dans cette émission, dès qu'il sera question de Freinet, nous parlons du couple. Voilà, le couple voilà. Freinet, pour ça nous dirons il, parce que c'est le couple s'inscrit dans une histoire. Mélanie Fabre. Freinet, lui, donc, est héritier de tous ceux et toutes celles qui ont pensé à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, d'autres démarches. Il est une étape ou un aboutissement, un acteur de cette longue histoire des pédagogies innovantes ? Alors, ce qu'il faudrait peut-être rappeler, c'est que Célestin Freinet commence donc comme instituteur dans l'enseignement public, et puis finalement il va s'en éloigner. On est à une époque où il existe un enseignement public et un enseignement libre depuis la loi Fallou de 1850. Il y a à la fois l'enseignement libre qui est privé, catholique, qui est celui contre lequel sont en lutte beaucoup des membres de l'état-major républicain de l'instruction publique, et puis il y a aussi un enseignement libre et laïque qui est en général porteur d'innovation et que certains pédagogues de la Troisième République regardent avec bienveillance. C'est le cas, par exemple, de Pauline Kergomar, qui est opposée à l'abrogation de la loi Fallou, donc à un monopole de l'État sur l'enseignement, et qui, au contraire, voit des innovations comme un moyen de proposer des nouveautés dans l'école publique. Donc elle a, par exemple, les enfants de cette Pauline Kergomar sont tous les deux élèves à l'école alsacienne, qui est une école innovante qui a été créée dans les années 1870. À Paris. À Paris, tout à fait. Notamment de personnes qui venaient d'Alsace après donc la défaite contre la Prusse quand l'Alsace devient allemande. Et donc il y a aussi ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi des liens entre l'école publique telle qu'elle se crée et qui regarde un petit peu les innovations qui peuvent être faites à côté. C'est aussi vrai par exemple pour l'enseignement des jeunes filles avec le collège Sévigné qui est libre et laïque et qui sert de modèle pour les lycées publics. Donc je pense que Célestin Freinet dans une certaine mesure s'inscrit un petit peu dans ces trajectoires à mi-chemin entre le public et le privé laïque. Avec cette figure que nous citons depuis tout à l'heure, Pauline Kergomar. Les institutrices étaient des saintes, mais pas des institutrices. Les écoles étaient des succursales des chapelles, mais ce n'étaient pas des écoles. D'ailleurs, pour des petites filles que désiraient de mieux. Elles savaient, pour l'avoir lu dans leurs livres, que l'humilité est la première vertu des femmes, car c'était par elles que le péché est entré dans le monde. Elles savaient qu'il ne faut jamais regarder en face une personne d'un autre sexe et qu'elles devaient voiler leur regard, comme quelques saintes dont j'oublie les noms lorsqu'elles rencontraient un homme. Elles savaient qu'on ne doit jamais causer ni même s'amuser avec les petits garçons, car les petites filles, c'est de la graine de femme. Et cette éducation a porté ses fruits amers et maintenant, lorsque nous prêchons aux femmes la dignité de soi, la fierté, l'on nous accuse d'attenter à leur foi. Le contraire serait en désaccord avec la logique des choses. Mais il ne s'agit pas de regarder en arrière, sauf pour rendre hommage au passé dans ce qu'il eut de grand et de généreux. Il faut préparer l'avenir en demandant aux institutrices d'aujourd'hui autre chose que ce que l'on demandait aux institutrices de jadis. Pauline de Kergomar, qui s'exprimait en 1897. Bon, en réalité, c'est Vanda Bénès qui nous lisait ce texte dans le cours de l'histoire sur France Culture. Très beau texte sur l'éducation des petites filles. Dans cette histoire des pédagogies innovantes, il y a aussi l'histoire du genre, pour le dire simplement, qui rentre en compte. Nous sommes à un moment où les écoles ne sont pas mixtes. Oui. Alors, les écoles maternelles sont un peu une exception à la règle. Elles sont mixtes, comme l'étaient les salles d'asile, parce qu'on considère que les petits enfants, finalement, ne
ne risquent pas de tomber dans le vice comme peuvent le faire des plus âgés. Mais en général, cette mixité qu'on peut retrouver dans certaines écoles maternelles et dans quelques écoles primaires, elle se fait pas dans une volonté d'éduquer ensemble des petits garçons et des petites filles. En général, il y a des gradins pour les garçons, des gradins pour les filles. Ils sont séparés lors des récréations et donc est inculqué en fait ce que certaines appellent de la pudeur, ce que d'autres appellent de la pudibonderie aux petites filles. Et ici, Pauline Kergomar, qui est en fait aussi une féministe, elle écrit ce texte dans La Fronde, qui est un quotidien féministe et Dreyfusard. Elle associe l'asservissement des femmes dans la société française à l'influence de l'Église. C'est une traduction de son profond anticléricalisme. Elle a aussi une réflexion sur la question du péché originel qu'on retrouve assez souvent chez elle. Elle rejette ce que dit l'Église au sujet du péché originel et elle considère que non, les enfants ne sont pas des pécheurs, qu'on ne peut pas les considérer comme des pécheurs en acte ou des pécheurs en puissance, que ce n'est pas un argument qui permet de les éduquer correctement. Et puis ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est qu'elle dit que ce qu'ont lu les petites filles, ou plutôt ce qu'on leur a lu, parce qu'elles sont quand même trop petites pour lire, les enjoint à avoir honte d'elles-mêmes, honte de leur corps. Et il y a en fait chez Pauline Kergomar toute une réflexion sur ce qu'on appellerait aujourd'hui le manuel scolaire. En tout cas, les livres qu'on lit pour les petits-enfants. Et il lui arrive, à la Belle Époque, de s'insurger contre des manuels scolaires pour notamment le primaire, où on retrouve ce qu'on appellerait aujourd'hui des stéréotypes de genre qui donnent des modèles aux garçons ou aux filles qui tendent à prolonger finalement les rapports de domination entre filles et garçons. Oui, les enfants ne sont pas porteurs du péché en tant que tel. Voilà cette idée. Donc, accorder une confiance à l'enfant. Dites Laurence Decoq, c'est exactement ce que fait le couple Freinet. Ah oui, complètement. Alors le couple Freinet, il s'inscrit dans la mouvance de ce qu'on appelle l'éducation nouvelle. L'éducation nouvelle qui est née donc après la Première Guerre mondiale, qui s'est organisée plutôt après la Première Guerre mondiale, elle existait en amont, et qui va créer une ligue, la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, et qui va être vraiment une ligue de promotion en fait de cette nouvelle vision de l'enfant dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire vraiment l'enfant en tant qu'individu, l'enfant a quelque chose à dire à la fois de lui-même et du monde dans lequel il vit. C'est vraiment ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut le définir. La coéducation, par exemple, fait partie des piliers. La coéducation, donc c'est l'éducation filles-garçons, enfin ensemble, des petites filles et des garçons. Elle fait partie des piliers qui sont promus par l'éducation nouvelle. Donc, bien sûr, le couple Freinet s'inscrit là-dedans, parce que Célestin Freinet, lui, va adhérer à la Ligue, pas tout de suite, mais un petit peu après, et il va se retrouver dans la plupart des principes de cette Ligue. Et toutes les pédagogies, tout ce qu'ils vont mettre en place, sont centrés véritablement sur la question de la place de l'enfant, aussi bien chez Élise que chez Célestin Freinet. Ça leur permet d'ailleurs, disent-ils, de connaître l'enfant. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce sont à la fois des pédagogues qui vont donc innover, on l'a dit, mais ce sont aussi des chercheurs, d'une certaine manière, qui vont observer les effets de ce qu'ils font et qui à chaque fois en apprennent davantage sur justement le comment fonctionne un enfant. D'où aussi leur intérêt pour la psychologie enfantine, pour tout un tas de productions à l'époque scientifiques sur ce qu'on appellerait aujourd'hui des sciences cognitives, la question étant comment apprend un enfant. Pour l'émancipation, tiens, Laurence Decoq, l'émancipation, c'est le titre d'un de vos ouvrages, École publique et émancipation sociale. Vous avez aussi écrit ce super petit texte, École, pour Anna Mosa. Cette réflexion sur qu'est-ce que l'école, ce qui nous paraît une évidence, ne l'est pas. Vous êtes chargé de cours en didactique de l'histoire et sociologie du curriculum, j'adore, à l'université Paris Diderot. Et dans cette démarche, ce que j'apprécie beaucoup sur cette idée de pédagogie innovante, il y a des mots sans doute compliqués, mais les méthodes sont très très simples. L'imprimerie, vous nous l'avez expliqué, c'est très simple. Avec Élise Freinet, juste la place accordée à l'art.
C'est une révolution aussi. Oui, la place accordée au dessin. Bon, Élise est une artiste en réalité. Alors elle est fille d'instituteur. Elle va devenir en effet institutrice, mais elle va très régulièrement prendre des congés pour se former en art. Et ce qui l'intéresse, c'est le dessin, c'est l'art, c'est la peinture. Et elle est sans doute une des principales théoriciennes de ce qu'on appelle l'art enfantin. C'est pas la seule. On est vraiment dans un contexte où, par exemple, un contexte artistique avec l'art brut, avec le surréalisme. Elle est très liée à ces mouvements-là, c'est-à-dire qu'au fond, le geste de l'enfant est l'expression de sa spontanéité, et sa spontanéité dit quelque chose de sa nature. Alors, c'est pas du tout le côté naïf, laissez-les s'exprimer, c'est mignon les petits enfants, etc. C'est vraiment un travail aussi sur des compétences, mais sur des compétences qui ne sont pas formatées par des normes. Donc, on n'apprend pas à dessiner, à reproduire des objets ou à dessiner, à faire tenir des cubes dans des cubes, etc. C'est vraiment la question de comment être soi et comment éprouver le monde et dire le monde par le biais du dessin. Et donc elle a des phrases qui sont assez belles et intéressantes à lire justement sur ces pas vraiment ses interprétations d'ailleurs, parce qu'elle dit pas qu'elle interprète, mais sur ce que les productions d'enfants lui disent et sur comment il décode d'une certaine manière un moment de spontanéité. Il y a une sorte de présentisme de l'enfance en fait dans sa démarche que l'on retrouve dans le texte libre de Freinet. C'est-à-dire que Freinet ne freinait pas, pour pas faire de jeu de mots, ne freinait pas l'expression spontanée des enfants et même au contraire, il l'encourageait. Et les enfants étaient encouragés à produire le texte qu'ils souhaitaient. C'est ça d'ailleurs qui lui pose problème, puisque c'est à cause de ça qu'il va avoir l'administration sur le dos et qu'il va être contraint de quitter l'école publique. C'est que les textes libres, les productions d'enfants ne correspondent pas toujours à ce qu'on attend. Je vous ai amené des exemples là, mais je ne sais pas si on aura le temps de allez-y, Laurence Decoq. Mais là, je vous ai amené les 3 textes qui vont être à l'origine de sa chute, d'une certaine manière. Je vais vous prendre le plus éloquent, celui qui a le plus fait scandale. Il s'appelle Mon rêve. Et donc, c'est un élève qui s'appelle Diaz, il a 11 ans, et il a écrit ceci. « J'ai rêvé que toute la classe s'était révoltée contre le maire de Saint-Paul qui ne voulait pas donner les fournitures gratuites. Monsieur Freinet était devant. Il dit à monsieur le maire, « Si vous ne voulez pas nous payer les livres, on vous tue. » Non, sautez-lui dessus, dit monsieur Freinet. Je m'élance, les autres ont eu peur. Monsieur le maire sort son couteau et m'en donne un coup sur la cuisse. De rage, je prends mon couteau et je le tue. Monsieur Freinet a été le maire et moi je suis allée à l'hôpital. À ma sortie, on m'a donné 1000 francs. C'est Diaz qui raconte son rêve. Et évidemment, le rêve, il est imprimé et il est donné à tous les enfants qui le rapportent dans leur famille. Et ça arrive aux oreilles du maire de Saint-Paul, qui est proche de l'Action française et qui dit « Mais quel scandale, cet instituteur veut ma mort !» Et voilà, c'est le début donc d'une procédure pour essayer de faire partir Freinet de cette école. Cette école, c'est à Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes. Et juste, vous avez Laurence Decoq. Ce sont les archives, parce que vous préparez un ouvrage sur le couple Freinet. Oui. Alors sur en fait cette affaire-là. Sur cette affaire-là, parce que historienne que vous êtes, vous allez aux archives. Non mais faut le rappeler, essentiel ces archives. La méthode Freinet est une méthode qui intrigue et qui intéresse les journalistes. Vous avez tous, plus ou moins, entendu parler des nouvelles méthodes d'éducation, et c'est à une de nos collaboratrices, Madame Bacherigon, spécialiste de ces questions, que je vais demander de nous les définir en quelques mots. Eh bien, je vous dirai tout de suite que si, au lieu d'installer votre micro dans une classe rituelle de lycée, vous l'aviez mis dans une classe faite d'après les méthodes d'éducation nouvelles, vous auriez été un merveilleux instrument de travail. Toute la leçon aurait tourné autour de votre enregistrement, vous auriez expliqué comment on le réalise, et ensuite, les enfants auraient rédigé et imprimé un reportage avec dessin à l'appui. Mais vous avez visité, je crois, des institutions où les méthodes de Freinet sont appliquées. Oui, au début de cette année. Et c'est à la visite au centre de Saint-Rémy-de-Provence que je pensais en vous répondant. Nous avons passé là-bas 2 jours avec notre voiture immobilisée par une panne et les enfants en ont profité pour se documenter. Car la base même de cette méthode, c'est de développer la curiosité de l'enfant et de le mettre dans la vie. On ne lui apprend pas le sens d'un mot, il le découvre en l'adaptant à son texte.
Nous étions en novembre 1946 dans l'émission Ainsi va le monde. Eh bien, le monde va voir la méthode Freinet en 1946. Où en sont Augustin et Élise Freinet? Parce que ça y est, ils ne sont plus tellement reconnus par l'institution depuis bien avant la Seconde Guerre mondiale. Alors l'institution les a véritablement harcelés, on peut dire les choses comme ça. D'abord parce qu'il faut le rappeler, ce sont aussi des personnes qui sont très politiquement engagées. Et dans les années 30, l'institution fait véritablement la chasse aux rouges, la chasse aux instituteurs et institutrices communistes. Et donc les archives fourmillent de rapports des renseignements généraux qui les scrutent, mais jusque dans les moindres détails de leur vie intime. C'est un truc assez dingue. Donc au bout d'un moment, ils finissent par capituler. L'autre point aussi important, c'est que l'un et l'autre sont malades. Élise a une tuberculose, elle l'a contractée en 1931. Ça joue beaucoup dans sa carrière, c'est quelque chose de très important. Et Célestin est un blessé de guerre. Il a une blessure, on voit les photos, c'est assez abominable. Il a un vrai enfoncement dans le dos et qui le fatigue, et qui lui fait surtout très mal. Et en fait, les archives montrent aussi qu'ils sont sans arrêt en train de demander des congés maladie, qu'ils n'en peuvent plus et que voilà, il faut que tout ça s'arrête. Il est arrêté pendant la guerre, il est interné et à la fin de la guerre, ils vont vraiment focaliser leur attention sur l'école qu'ils sont en train de monter au Pioulier, donc à Vence, qui va devenir l'école de Vence, l'école Freinet. Et d'une certaine manière, les gens qui connaissent bien Freinet, en particulier Xavier Riondet, Henri-Louis Gault, qui sont vraiment les deux spécialistes de ce qu'ils appellent la machine Freinet, j'aime beaucoup cette expression, montrent que cette école va devenir en gros un laboratoire d'expérimentation et d'observation de ce que pourrait être cette machine Freinet. Donc il y a après la guerre un déploiement plus libre, on va dire, de cette pédagogie Freinet, même si le terme n'est pas très propre, et aussi du coup, au bout d'un moment, un certain délitement de cette pédagogie Freinet, parce que à force aussi d'être diffusée, d'être appropriée, elle est aussi à certains égards dénaturée, et donc la machine de base va un petit peu se transformer davantage en méthode pour certains que justement en système, comme ça pouvait l'être pour le couple. Oui, tout l'aspect politique est très vite écarté. Édulcoré de son aspect politique notamment. Avec Freinet, nous observons des pédagogies innovantes, scrutées, dont l'institution se méfie. Mélanie Fabre, sur le temps long, nous pouvons dire que c'est un peu systématique. La pédagogie innovante, par définition, innove d'une norme imposée par l'institution. Oui, tout à fait. Et ce que j'ai pu constater, c'est que la plupart des pédagogues innovantes sur lesquels j'ai travaillé ont aussi des engagements politiques. On parlait des rouges dans l'entre-deux-guerres. Alors, moi aussi, j'ai des profils un petit peu rouges parmi les pédagogues que j'ai étudiés, dans des engagements qui sont souvent à la fois plus ou moins socialistes, c'est difficile d'appliquer le terme, socialisants au minimum, souvent pacifistes, féministes. Et quand on regarde les dossiers de carrière, en fait, l'instruction publique consigne des documents sur ces fonctionnaires, des comptes rendus d'inspection et parfois même des coupures de presse. Et quand on ouvre ces dossiers, souvent quand on cherche du côté des pédagogues innovants, on trouve des rapports, des affaires en fait au sein de l'administration où on reproche à des fonctionnaires, surtout quand elles sont des femmes, leur exposition publique, leurs engagements. On en a trouvé une dans une manifestation devant une église au moment de l'inventaire des biens du clergé. Une autre a fait une conférence vraiment beaucoup trop féministe parce qu'elle a même osé critiquer le conservatisme de l'institution. Et la particularité de ces pédagogues, c'est qu'elles sont à la fois des produits de cette institution puisqu'elles y enseignent et en même temps elles en sont critiques. Donc elles ont un peu, c'est le paradoxe de leur engagement au sein de l'école. L'engagement au sein de l'école, mais un engagement avec la confiance dans l'enfant et surtout, nous le sentons avec ces pédagogies innovantes, beaucoup d'optimisme. France Culture, le cours de l'histoire. J'ai des poules à vendre, des noires et des blanches. J'en ai tout plein mon grenier. Elle descend les escaliers,
4 pour un sou. Mademoiselle, mademoiselle. 4 pour un sou. Mademoiselle, en voulez-vous? Xavier Mauduit. Et dans une émission sur les pédagogies innovantes, ce serait une faute professionnelle de ne pas donner la parole à Maria Montessori. Madame Montessori, je sais que vous êtes l'auteur d'une méthode de pédagogie moderne à laquelle le monde entier s'intéresse actuellement. Voulez-vous nous dire quelle est cette méthode? Ma méthode consiste surtout de donner à l'enfant la possibilité de vivre naturellement et d'exercer sa spontanéité. Alors je prépare un milieu où il puisse vivre comme dans une maison. Et dans ce milieu, je mets une quantité d'objets qui sont aussi scientifiques et qui servent au développement de son intelligence. Supposez par exemple que ce milieu est comme une maison, où les enfants ont leurs meubles, leurs petites choses pour la cuisine, pour la table, etc. Et qu'ils l'usent. Alors ils commencent à aimer ce milieu comme une maison à eux-mêmes. Et il devient très actif. Et dans cette activité, il s'ordonne et devient discipliné et heureux. Voilà, c'est toujours ça, hein, la recherche peut-être du bonheur, en tout cas de l'épanouissement. C'est Maria Montessori qui s'exprimait en 1947 à propos de sa méthode éducative. Laurence Decoq, nous avons des noms qui résonnent, alors Freinet, Montessori, des gens qui travaillent au même moment. Il y a une Ligue internationale de l'éducation nouvelle, vous l'avez rappelé, fondée en 1921, mais est-ce que tous ces gens échangent beaucoup ? Alors oui, tous ces gens échangent beaucoup. Et ils échangeaient déjà avant. Ça, c'est un des apports récents de l'historiographie, hein, c'est de montrer toutes les circulations d'acteurs, d'actrices, d'idées pour former justement ce type de mouvance. Donc ils échangent beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent très bien. Et en particulier, ce couple-là, cet autre couple, Montessori-Freinet, est un couple assez emblématique du clivage interne à l'éducation nouvelle, qu'on pourrait résumer de la manière suivante. Est-ce que le fait d'appartenir à l'éducation nouvelle conditionne d'être critique par rapport à l'évolution politique du monde? Et est-ce que les pédagogies innovantes, on va les appeler comme ça, sont des pédagogies de transformation sociale? C'est effectivement une question à laquelle Célestin Freinet et Élise, hein, tous les deux sont quand même révolutionnaires, communistes, libertaires, c'est compliqué de les classer. C'est une question à laquelle ils répondent oui. Ils répondent oui, la pédagogie est au service de la transformation sociale. D'ailleurs, ils qualifient leur pédagogie de prolétarienne, ensuite de populaire, hein. Et c'est une question à laquelle Montessori, face à laquelle elle est beaucoup plus frileuse. Ce n'est pas la seule, hein, mais un certain nombre de gens dans la Ligue internationale d'éducation nouvelle disent ne nous mêlons pas de politique, hein. Ne mêlons pas l'enfant aux politiques, ne nous mêlons pas de politique. Or, on est quand même en pleine naissance du fascisme et du nazisme en Allemagne, et donc il y a des voix qui réclament, hein, que la Ligue prenne position sur ces régimes autoritaires. On sait aussi, par exemple, que Montessori a travaillé avec Mussolini, hein, et qu'il a fallu attendre quand même un certain temps avant qu'elle décide de quitter l'Italie. Donc ça, c'est un clivage qui est très très important. Ce sont des gens qui débattent. Pour autant, ce sont des gens qui se lisent mutuellement. Et il faut le rappeler régulièrement dans les revues tenues par Célestin Freinet, l'imprimerie à l'école, puis l'éducateur prolétarien. Les livres de Montessori sont commentés. Les livres de Ferrière, d'Adolphe Ferrière sont commentés, de Crowley, etc. Il y a vraiment une circulation, il y a vraiment une volonté de se lire mutuellement et de se discuter. C'est un espace qui fourmille de débats, cette galaxie, on pourrait dire, de l'éducation nouvelle. Oui, qui fourmille de débats, qui fourmille de personnages. Hein, vous évoquez de Crowley, donc clin d'œil à la Belgique. Pour vous aussi, Mélanie Fabre, il y a dans tous ceux, toutes celles que vous étudiez, des échanges nombreux. Et même s'il s'agit de pédagogie innovante et parfois en marge, en tout cas, une influence, une porosité, un rayonnement qui touche l'ensemble en fait de la pédagogie. Oui, tout à fait. Alors, la difficulté quand on travaille sur des femmes, c'est de réussir à trouver des correspondances croisées. Mais j'ai pu étudier la presse grand public et la presse un peu plus spécialisée, et on voit en effet des dialogues par médias interposés. Et ce qu'on voit aussi chez les pédagogues sur lesquels j'ai travaillé, comme le disait Laurence, c'est vraiment la volonté que la pédagogie innovante soit un moyen de transformation sociale
social. Ce que dit Pauline Kergomar, c'est que l'endroit désigné pour faire la démocratie, c'est l'école. À partir du moment où il y aura un système d'enseignement primaire qui va de l'âge de 6 ans à une vingtaine d'années, gratuit pour les classes populaires, et un ordre d'enseignement secondaire parallèle qui va aussi des petites classes jusqu'au baccalauréat et qui sera payant pour les classes bourgeoises, alors la démocratie n'existera pas. Donc pour elle, il faut faire fusionner cet enseignement primaire et cet enseignement secondaire pour qu'il y ait une vraie camaraderie, une vraie fraternité qui se crée dans la société. De même, il y a un idéal pacifiste. Donc, par exemple, on chante dans les écoles de Marguerite Baudin, qui est une institutrice, une Marseillaise qui a été réécrite. Dans le refrain, on entend par exemple « Plus d'armes citoyens, rompez vos bataillons, chantez, chantons, et que la paix féconde nos sillons ». C'est quelque chose qu'elle emprunte à Paul Robin, à Sampuis. Et de même, il y a aussi un militantisme féministe. Par exemple, Marguerite Baudin fait, à chaque fois qu'elle veut prendre une décision pour son école, elle fait voter ses enfants à l'école primaire. C'est une école primaire mixte, ce qui est assez rare. Elle les fait voter dans la casquette retournée d'un des élèves. Tout le monde vote à bulletin secret, y compris les petites filles. Et quand elles grandissent et qu'elles comprennent qu'une fois qu'elles seront adultes, elles ne pourront plus voter et que seuls leurs frères et leurs maris pourront voter, alors elles ne comprennent pas ce paradoxe. Donc dans ces pratiques pédagogiques et dans ces innovations, il y a du pacifisme, il y a du féminisme, il y a une forme de socialisme et ça s'inscrit dans une volonté de rénovation de la société. Les rénovations de la société, une société que tous ces acteurs, ces actrices dont nous parlons traversent, parce que il y a aussi une belle chronologie. Célestin Freinet meurt dans les années 1960, donc il peut voir l'évolution de l'école elle-même, et dès lors, l'on s'interroge, qu'est-ce qu'il voulait faire avec sa méthode pédagogique ? Justement, c'est la question que je voulais poser à Monsieur Freinet. Est-ce que vous cherchez à redonner à l'enfant une morale, cette morale que la jeunesse d'aujourd'hui semble vouloir refuser? Est-ce qu'elle peut prendre un autre visage? Certainement. Seulement au début du siècle, on en prenait déjà, et moi j'ai appris de beaux résumés, de beaux proverbes en fait de morale, des définitions en fait d'instruction civique. Depuis, on s'est rendu compte que ce n'est que du baratin, mais ce baratin, on ne l'a pas remplacé par quelque chose, on ne l'a pas remplacé, et dans nos écoles, on ne fait plus ni enseignement dans les écoles plutôt traditionnelles. L'enseignement moral est à peu près réduit à zéro. Quant à l'enseignement civique, il est réduit à plus que zéro. Nos enfants se montrent considérablement supérieurs aux hommes. En tout cas, ils ne sont pas encore des bénis oui-oui. Ils savent critiquer, ils savent dire, et nous espérons qu'un jour prochain, ils auront la capacité de remplir leur devoir civique. Là, le message est clair, et c'est toujours émouvant d'entendre Célestin Freinet qui s'exprimait en 1961, Laurence Decoq. Oui, alors là, on pourrait effectivement faire une analyse de texte. C'est passionnant ce paragraphe. Moi, j'en retiens plusieurs choses. D'abord, effectivement, la critique des programmes officiels. Bon, ça, il l'a toujours eu depuis le début, et notamment les programmes qu'il estimait être vraiment de la propagande, en particulier l'histoire et l'instruction civique. D'ailleurs, il voulait se débarrasser, il s'est débarrassé des manuels scolaires. Pour lui, c'est un de ses textes les plus célèbres. Plus de manuels scolaires. Donc, il y a une critique des programmes officiels, mais surtout, dans le second temps de ce qu'il dit, il y a l'apologie de l'esprit critique chez les enfants. Et ça, c'est très, très important parce que souvent, on le décrit comme un propagandiste. On imagine, je sais pas ce qu'on imagine, qui fait de la propagande communiste dans ses classes, qui fabrique des petits communistes, etc. En réalité, c'est pas du tout ça. Il a des très, très beaux passages sur ce qu'on appellerait aujourd'hui l'émancipation. C'était pas tellement son mot, mais c'est à ça que c'est qu'on peut le réduire. C'est-à-dire cette idée que ce qui l'importe, lui, c'est de faire réfléchir les élèves. Ce n'est pas du tout de les endoctriner, ni au marxisme, ni au capitalisme bourgeois. Et d'ailleurs, il considère que l'école de la Troisième République est une école d'endoctrinement. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est d'apprendre aux élèves à réfléchir. C'est pour ça qu'il laisse passer des textes comme ça. Les deux autres textes, je ne vais pas les lire, mais c'est par exemple lors d'une communion, il y a des élèves qui se saoulent. Donc en fait, il laisse passer véritablement une liberté d'expression parce qu'aussi ces textes-là, il faut le dire, sont discutés collectivement par les élèves. Oui, le texte du rêve complètement fou. Voilà. Il faut attaquer le maire. Et il y a un autre texte qui est sur la guerre. Et ensuite, ça donne lieu
eu un débat dans la classe. Et le débat dans la classe, c'est toi, tu partirais à la guerre ou pas? Et ce texte-là, il est aussi utilisé par l'administration pour dire, il fait de la propagande pacifiste. En réalité, vous voyez, c'est pas du tout ça. Il laisse la possibilité aux élèves, à partir de leur production d'enfants, de produire une réflexion d'enfant. Et que c'est complètement le contraire de l'endoctrinement. C'est le contraire de l'endoctrinement, et dans cette réflexion, dans cette histoire, nous traversons des évolutions très profondes qui dépassent simplement l'école. C'est en cela que c'est intéressant. Mélanie Fabre, vous avez écrit un livre sur Dick May. Alors, personnage étonnant, parce que né en 1859, qui meurt en 1925, donc il voit cette évolution. Qui est-elle, juste en un mot? Alors, Dick May, c'est assez difficile de la définir, c'est ça qui est intéressant. C'est pas vraiment une pédagogue parce qu'elle n'est pas une enseignante, c'est une femme d'action, c'est une intellectuelle qui a fondé plusieurs établissements d'enseignement supérieur, qui sont en fait les premiers établissements où on discute vraiment de sciences sociales, où on discute de l'actualité. Elle en veut un peu à l'université en disant que ces programmes s'arrêtent aux choses mortes et que les choses vivantes, on ne les étudie pas. Et elle le fait dans son action prend de l'ampleur au moment de l'affaire Dreyfus. Et là, on revient sur la question de l'esprit critique dont parlait Laurence Decoq. Dick May, comme d'autres des intellectuels que j'ai étudiés, en fait, voit l'affaire Dreyfus comme l'échec de l'école de l'école républicaine, c'est-à-dire l'incapacité à inculquer l'esprit critique. Quand on voit en fait les masses soutenir des personnalités antisémites qui sèment la haine, quand on voit des journaux faire des titres comme ceux qu'on peut voir dans La Croix ou dans La Libre Parole, beaucoup des intellectuels que j'ai étudiés disent il faut en fait repenser l'école primaire, l'école secondaire, l'école publique, parce qu'elle n'a pas réussi à avoir l'audace d'être vraiment laïque et d'inculquer vraiment l'esprit critique et d'inculquer vraiment l'autonomie individuelle. Tant qu'elle sera dogmatique, tant qu'elle sera disciplinaire comme elle l'est, elle ne pourra pas former les citoyens d'une république digne de ce nom. Ce sont des discours que nous entendons encore aujourd'hui, enfin que nous devrions entendre aujourd'hui. C'est la base même du procédé, et surtout dans nos mondes très complexes, l'esprit critique, Laurence Decoq, mettons-le en avant. Bien sûr. Et vous voyez, dans le dialogue qu'on a avec Mélanie, ce qui est à chaque fois frappant, c'est les convergences, en fait, entre des personnes qui vont plutôt incarner l'institution traditionnelle, officielle. Elle était quand même inspectrice générale, Pauline Kergomar, c'est pas rien. Et puis des gens que l'on présente comme des marginaux, mais qui en réalité sont aussi des défenseurs d'une école publique, d'une école commune, d'une école pour tous, et qui reposeraient sur des valeurs partagées, en fait. Partagée, d'émancipation, confiance dans les élèves. Nous sommes les héritiers de tous ces penseurs, de toutes celles et ceux qui ont réfléchi à la pédagogie. Ils ont quand même eu une vraie influence. On la retrouve aujourd'hui, pas directement la méthode Freinet pensée comme telle, mais il y a plein d'éléments qui restent. Aujourd'hui, si vous allez dans de nombreuses écoles, vous avez des instituteurs, institutrices qui font du Freinet, du Montessori, du De Crowley, même sans le savoir. Il y a eu une sédimentation de toutes ces pratiques. Et puis, oui, on peut dire que d'une certaine manière, en tout cas moi, je me pense tout à fait comme l'héritière de ces penseurs et de ces praticiens et praticiennes. Merci vivement à toutes les deux. Et je rappelle, Laurence Decoq, l'école publique et émancipation sociale, ou encore école chez Anna Mosa. Et puis, Dick May, Mélanie Fabre, merci vraiment de nous avoir éclairés, de nous avoir émancipés.